Un livre sans une seule page écrite a reçu une note presque parfaite. Personne ne s'en est aperçu, sauf un homme. Et cet homme allait mettre à nu tout un système. 1964, Pasadena, Californie. Un physicien nommé Richard Feynman vient d'accepter un poste dans une commission chargée d'approuver les manuels de mathématiques pour les écoles publiques de l'État. Ce genre de commission existe pour une seule raison: filtrer ce qui entre les mains de millions d'enfants. En théorie, c'est l'un des postes les plus responsables qu'un citoyen puisse occuper. En pratique, personne ne fait vraiment le travail. Feynman ne le sait pas encore. Il accepte simplement par curiosité, sans imaginer ce qu'il va découvrir. Il n'a aucune formation en pédagogie. Il n'a jamais siégé dans une commission de ce genre auparavant. Mais il a une habitude qui va tout changer. Quand on lui confie une tâche, il l'accomplit vraiment jusqu'au bout, sans jamais se contenter d'un raccourci. Les éditeurs envoient leurs candidatures, des dizaines de manuels empilés, prêts à être distribués aux professeurs pour notation. La procédure standard est simple. Chaque commissaire reçoit les livres, les feuillette ou les confie à des enseignants locaux, puis remplit une fiche d'évaluation. Ensuite, on fait la moyenne de toutes les notes et le manuel le mieux classé est adopté à l'échelle de l'État entier. Feynman fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Il commande tous les livres chez lui, plus de 5 mètres d'étagères, plus de 100 kilos de papier, et il commence à les lire, pas à les feuilleter, pas à survoler la table des matières, à les lire, page après page, exercice après exercice. Ses collègues de la commission ne comprennent pas pourquoi il s'inflige ça. Le travail, selon eux, consiste à déléguer, à collecter des rapports, à additionner des chiffres, pas à s'asseoir seul dans un bureau et à tout vérifier soi-même. Chaque soir, après ses journées de recherche, Feynman s'installe à son bureau et ouvre un nouveau manuel. Il prend des notes dans la marge. Il refait certains des exercices lui-même, comme s'il était encore étudiant. Il compare la façon dont un même concept est introduit d'un livre à l'autre. Ce travail lui prend des centaines d'heures, réparties sur plusieurs mois, sans aucune reconnaissance particulière, sans aucune obligation officielle de le faire de cette manière. Rien dans son mandat ne l'exige. Il choisit simplement de le faire parce qu'il considère que c'est ce que le poste implique réellement, même si personne d'autre ne semble partager cette idée. Pendant ce temps, les autres commissaires suivent la procédure habituelle. Ils reçoivent les manuels, les transmettent à des enseignants de leur circonscription, récupèrent des fiches d'évaluation déjà remplies et se contentent de les recopier ou de les résumer. Le système est pensé pour aller vite, pour traiter un volume énorme de manuels avec un minimum d'efforts individuels. Personne n'a jamais prévu qu'un seul commissaire déciderait de tout lire par lui-même, et c'est précisément cette absence de prévoyance qui va tout faire basculer. Et c'est précisément parce qu'il fait ce que personne d'autre ne fait que Feynman tombe sur quelque chose d'impossible. Un des éditeurs avait raté la date limite de soumission. Plutôt que de renoncer, il avait envoyé le livre quand même. Sauf qu'à l'intérieur, entre la couverture et la quatrième de couverture, il n'y avait rien, pas une ligne, pas un chiffre, des pages complètement blanches, du début à la fin. Ce livre vide avait suivi exactement le même parcours que tous les autres manuels. Il avait été distribué, évalué, noté, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce livre vierge avait reçu une note à peine inférieure à celle des manuels complets du même éditeur. Des commissaires l'avaient noté sans jamais l'ouvrir, peut-être en se fiant à la réputation de l'éditeur, peut-être en se contentant de recopier une évaluation faite par quelqu'un d'autre. Peu importe la raison exacte, le résultat, lui, est sans appel. Un livre qui ne contenait absolument rien avait traversé tout le système de contrôle sans que personne ne s'en rende compte. Prenez un instant pour mesurer ce que ça implique. Les personnes chargées de choisir ce que des millions d'enfants allaient étudier n'étaient même pas capables de faire la différence entre un manuel réel et une pile de pages blanches. Pas parce qu'elles étaient incompétentes, parce qu'elles ne regardaient jamais vraiment. Et c'est là que la découverte de Feynman devient encore plus inconfortable, parce que le livre vide n'était pas le pire problème qu'il ait trouvé. Le pire, c'était le contenu des livres qui, eux, n'étaient pas vides. Dans l'un des manuels de sciences destinés aux plus jeunes élèves, une page présentait l'image d'un chien mécanique et d'une moto. Sous chaque image, la même question posée à l'enfant. Qu'est-ce qui fait bouger cet objet? Et dans le guide du professeur, la réponse attendue tenait en 3 mots. L'énergie le fait bouger. Feynman s'est arrêté sur cette phrase.
parce qu'elle ne veut rien dire. Dire que l'énergie fait bouger un objet, c'est exactement aussi vide de sens que de dire que Dieu le fait bouger ou que la capacité à bouger le fait bouger. C'est une définition qui se mord la queue, un mot déguisé en explication. L'enfant qui apprend cette phrase n'a rien appris sur le jouet, rien sur les engrenages à l'intérieur, rien sur le ressort qui emmagasine une force pour la libérer ensuite. Il a seulement appris à répéter un mot au bon moment pour obtenir la bonne note. Feynman a proposé un test très simple pour démasquer ce genre de fausse explication. Essayez d'expliquer ce que vous venez d'apprendre sans utiliser le mot en question. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous n'avez rien appris. Vous avez seulement transféré une étiquette. Sa solution, à lui, était d'une simplicité presque embarrassante. Démonter le jouet, montrer à l'enfant les engrenages un par un, lui montrer comment un ressort emmagasine une force, comment un système de rochers transforme ce mouvement en avancée régulière, ça, c'est comprendre. Ça, c'est le moment précis où un enfant commence réellement à faire de la science. Imaginez la différence entre ces deux enfants. Le premier ferme le livre après avoir lu « L'énergie le fait bouger ». Il sait qu'il doit répéter ces 3 mots à l'examen. Il obtiendra une bonne note et il n'aura absolument rien appris sur le monde qui l'entoure. Le second a vu le ressort se détendre sous ses yeux. Il a vu l'engrenage transmettre ce mouvement à la roue. Il sait concrètement, physiquement, pourquoi le jouet avance. Il n'a peut-être jamais entendu le mot énergie de toute la leçon. Et pourtant, c'est lui qui a réellement compris quelque chose. Le premier enfant est prêt pour l'examen, le second est prêt pour la vraie vie. Mais cette approche a un défaut, du point de vue d'un système qui cherche avant tout à produire des résultats mesurables et uniformes. Un enfant qui a démonté un jouet et compris comment il fonctionne devient un enfant qui pose des questions. Pourquoi le ressort résiste-t-il? Que se passe-t-il si je change un engrenage? Et un enfant qui pose des questions est un enfant plus difficile à faire avancer au même rythme que les autres, avec le même manuel, dans les mêmes délais. Le système, lui, a choisi le mot, presque systématiquement. Feynman donnait un autre exemple tout aussi révélateur. Demandez à un enfant pourquoi une semelle de chaussure s'use avec le temps. La réponse du manuel, la friction. Un mot, encore une fois, présenté comme s'il expliquait quelque chose. La vraie réponse, celle qui enseigne réellement quelque chose, ressemble à ceci. Le trottoir est couvert de minuscules aspérités et à chaque pas, ces aspérités accrochent de petits fragments de cuir et les arrachent. Une réponse est un mot. L'autre est une connaissance. Il y a fort à parier que vous avez, vous aussi, votre propre version de ce moment. Une salle de classe, une réunion, un entretien où quelqu'un vous a tendu une étiquette à la place d'une explication et où vous avez fait semblant que ça suffisait. Les manuels que Feynman a passés en revue étaient également obsédés par un vocabulaire technique précis, des définitions formelles, une notation mathématique élaborée pour des concepts d'ensemble, sans jamais transmettre une seule idée réellement utile. Feynman a noté que cette notation compliquée n'apparaissait presque jamais dans la physique théorique, dans l'ingénierie, dans les affaires, ni nulle part où les mathématiques sont réellement utilisées au quotidien. Et les éditeurs avaient toutes les raisons du monde de continuer à la vendre ainsi. Un livre plus épais, avec plus de jargon technique, se vend mieux qu'un livre simple qui explique clairement une idée en une phrase. Un éditeur a envoyé à Feynman une mallette en cuir gravée à son nom. Un autre lui a fait livrer un panier cadeau. D'autres attendaient les commissaires dans les halls d'hôtel pour les inviter à dîner. Le système, tel qu'il fonctionnait réellement, servait avant tout les intérêts des gens qui étaient à l'intérieur de ce système. Pas les enfants qui allaient étudier ces livres pendant toute une année scolaire. Et si tout ça s'était limité à la Californie, on pourrait se dire qu'il s'agit d'un problème isolé, d'une commission mal gérée, d'une décennie malchanceuse. Mais Feynman avait déjà vu exactement le même schéma ailleurs, quelques années plus tôt, de l'autre côté du monde. En 1951, il avait enseigné la physique dans une école d'ingénieurs au Brésil. Il pouvait poser une question et obtenir une réponse immédiate, parfaitement confiante. Puis il reformulait exactement la même question, sur exactement le même concept, avec des mots légèrement différents. Et toute la salle se taisait. Les étudiants avaient mémorisé des réponses. Ils n'avaient compris aucune des idées derrière ces réponses. Ce que Feynman avait constaté au Brésil et ce qu'il venait de retrouver en Californie,
C'était la même maladie sous deux formes différentes. D'un côté, un système d'évaluation tellement paresseux qu'un livre vide pouvait obtenir une bonne note. De l'autre, un système d'enseignement tellement obsédé par la restitution exacte qu'un étudiant pouvait réciter une formule entière sans jamais comprendre à quoi elle correspondait dans le monde réel. Ce n'est pas un hasard isolé, c'est un système qui mesure la forme, jamais le fond. Réfléchissez à ce que ça signifie concrètement pour un étudiant brésilien de cette époque. Il peut réciter par cœur un théorème entier, avec toutes ses hypothèses, toute sa démonstration, mot pour mot comme dans le manuel. Mais si on lui pose la même question avec des mots différents, si on retire le mot-clé exact qu'il a appris à reconnaître, il se retrouve démuni. Il n'a jamais construit de compréhension réelle du phénomène. Il a construit un index, un système de correspondance entre certaines phrases et certaines réponses attendues. Tant qu'on lui présente la question dans la bonne forme, l'index fonctionne parfaitement. Dès qu'on change la forme, l'index ne trouve plus rien. C'est exactement le même mécanisme que le livre vide en Californie. Dans un cas, un système d'évaluation qui note la forme d'un rapport sans jamais vérifier le contenu. Dans l'autre, un système d'enseignement qui note la restitution d'une formule sans jamais vérifier la compréhension. Les deux dysfonctionnements sont, au fond, la même erreur répétée à deux échelles différentes. Et voici pourquoi cette histoire vous concerne directement, aujourd'hui, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une commission scolaire. Vous avez déjà assisté à une réunion où quelqu'un présente un dossier impeccable, des chiffres sur chaque page, un discours parfaitement rodé et où une seule question, une question simple, posée par une personne qui a réellement pris le temps de vérifier, fait s'effondrer tout l'édifice. La différence entre cette personne et vous, la plupart du temps, ce n'est pas l'intelligence. C'est le simple fait d'avoir pris le temps de regarder le contenu réel au lieu de se fier à la forme, à la réputation ou à la moyenne des avis des autres. Voici la méthode que Feynman a laissée derrière lui, presque sans s'en rendre compte, et qui reste applicable aujourd'hui dans n'importe quel domaine. D'abord, ne faites jamais confiance à la note moyenne ou à la réputation d'ensemble. Une moyenne peut cacher un livre vide au milieu d'un empilement de rapports positifs. Si une décision compte réellement pour vous, vérifiez le contenu lui-même, au moins une fois, même si tout le monde autour de vous se contente du résumé. Ensuite, méfiez-vous des mots qui se déguisent en explications. Chaque fois que quelqu'un vous répond avec un terme technique sans jamais décrire ce qui se passe concrètement, demandez-lui de reformuler sans utiliser ce mot précis. S'il n'y arrive pas, ni lui ni vous n'avez appris quoi que ce soit. Enfin, rappelez-vous que le système récompense rarement les gens qui posent des questions gênantes. Ceux qui vérifient vraiment, qui lisent le manuel en entier, qui démontent le jouet au lieu de répéter le mot, dérangent un équilibre confortable. C'est précisément pour ça que si peu de gens le font. Et c'est précisément pour ça que ceux qui le font finissent, tôt ou tard, par voir des choses que personne d'autre ne voit. Pensez à votre propre travail. Combien de fois avez-vous approuvé quelque chose parce que 3 autres personnes l'avaient déjà approuvé avant vous? Combien de fois avez-vous fait confiance à une note, à un avis, à une réputation, plutôt qu'à votre propre lecture du dossier? Ce n'est pas une accusation. C'est simplement ainsi que fonctionnent la plupart des organisations humaines. On se répartit la confiance pour gagner du temps et cette confiance partagée devient, avec le temps, un angle mort collectif. Personne ne ment délibérément. Personne n'essaie de tromper personne. Mais à force de se fier aux autres pour vérifier à notre place, plus personne ne vérifie vraiment et un livre entièrement vide peut circuler pendant des mois sans que quiconque ne s'en aperçoive. C'est exactement pour cette raison que la démarche de Feynman paraît si radicale, alors qu'elle tient en une seule phrase « Regardez vous-même ». Ne vous fiez pas au résumé qu'on vous fait du contenu. Ne vous fiez pas à la moyenne des avis. Ne vous fiez pas à la réputation de la personne qui vous présente le dossier. Ouvrez la chose elle-même et regardez ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Prenez ces 3 réflexes et appliquez-les cette semaine à une seule décision qui compte pour vous. Un contrat que vous vous apprêtez à signer sans le lire en entier. Un rapport que vous vous apprêtez à approuver parce que tout le monde l'a déjà validé avant vous. Une formation, un livre, une méthode
que vous suivez parce qu'elle a une bonne réputation, sans jamais avoir vérifié par vous-même si le contenu tient réellement la route. Ouvrez-le, lisez-le en entier, au moins une fois. Vous serez surpris de ce que vous trouverez ou de ce que vous ne trouverez pas. Un livre vide a reçu une bonne note parce que personne ne l'a ouvert. Combien de dossiers, de rapports, de diplômes autour de vous n'ont jamais vraiment été ouverts non plus?